La planète au trésor est un film de 2002 qui s'inspire très librement du livre L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. D'ailleurs, le navire où embarquera Jim et le docteur Doppler au début du film s'appelle le RLS Héritage, en référence au dit auteur, RLS Robert Louis Stevenson. Bref, aujourd'hui on parle du petit garçon plein de rêves au passé douloureux, le petit garçon devenu grand sans figure paternelle, le jeune homme voulant prouver sa valeur, cherchant désespérément un avenir. Aujourd'hui, on parle de Jim, alias Jimbo, alias Jimmy Lee Cricket, alias Jimmy Lee Billy Bob. Non, pas du tout, on parle de Jim Hawkins. Et oui, je vous vois vous emballer là comme ça, vous pensez qu'on va rentrer direct dans le vif du sujet, mais vous me connaissez mal apparemment. Non, on va d'abord parler du Jim Hawkins original. Le Jim Hawkins du livre est très similaire à celui du film. L'auberge Benbow est la même prison pour lui, et la destruction de cette auberge sera pour lui également une possibilité d'émancipation. C'est un garçon aimable qui va être au chevet de son père qui est mourant et il va secrètement refouler ses rêves de liberté. Car si le personnage reste flou dans le livre pour permettre à tout à chacun de s'identifier à lui, s'il y a bien une chose qui le définit, c'est son envie d'aventure. Le but de ce livre, c'est de s'évader un moment pour partir à l'aventure avec Jim. Jimbo va faire la rencontre du vieux soulard Billy Bones qui va lui offrir une carte au trésor. Enfin, offrir, pas vraiment, pas comme dans le film, là c'est vrai qu'il va plus lui piquer sa carte au trésor au fond. Et c'est le tragique incendie de l'auberge Benbow qui fera commencer réellement la vie du jeune garçon. Ce malheur sera finalement son salut pour s'extraire d'un quotidien morose. Il partira donc avec un équipage sûr pour chercher le trésor. Enfin, sûr. C'est ce qui devrait être, mais Silver a réussi à se faire recruter et à influencer le choix de ses équipiers, recrutant donc d'autres pirates peu scrupuleux. À la fin, Jim trouvera Ben sur l'île au trésor, un ancien camarade de Flint. Ah oui, parce que dans le livre, Flint n'est pas une figure légendaire, il n'est pas si vieux que ça, Silver faisait même d'ailleurs partie de son équipage. Donc, Ben, c'est un ancien moussaillon qui a été abandonné sur l'île au trésor et qui est devenu un tout petit peu loco quand même. Il aidera le groupe à trouver le trésor et battre l'équipage pirate de Silver. Petit aparté sur Ben, mais ce procédé scénaristique du naufragé fou abandonné sur une île, qui va aider au final les héros, bah ça sera repris dans 2 ans de vacances de Jules Verne. Je sais pas s'il y a histoire de plagiat ou pas, ou si c'était la mode à cette période, mais je trouve les deux histoires très ressemblantes. Voilà, ça a aucune conséquence, mais je le précise quand même. Bref, revenons à notre mouton, ou plutôt à notre pirate unijambiste, notre petit Sylvie. Non, ça sonne pas bien, continuons avec Silver, qui s'est fait capturer, mais qui échappera à la potence en s'évadant. Et ce, en emportant une part du butin. Pas fou le bourg. À la fin du livre, Jim fera ironiquement des cauchemars sur Silver et son perroquet, parce que, oui, bon, mon fils dans le livre, c'est un perroquet, je me doutais que vous vous en doutiez. Donc, Jim cauchemardera en se rappelant de Silver, alors que dans le film, Jim se rappellera de Silver avec nostalgie. Parlons de certaines différences notables entre le film et le livre, mais précisons tout de même que le film n'a pas du tout pour but d'être fidèle, hein. Il reprend des éléments de l'histoire, des personnages entre autres, mais il va quand même être très différent et va aborder d'autres thèmes. Ça se passe dans l'espace, donc je crois que je n'ai pas besoin de le préciser. La première différence notable, dans le livre, Jim est aussi un garçon plutôt sympathique envers son entourage et il est aussi très vif d'esprit. En revanche, il sait aussi se montrer bien plus ambigu que le Jim du film. Il est prêt à trahir quiconque pour servir son but, exactement comme le fait Silver d'ailleurs. C'est cela qui les rapproche tous les deux dans le livre, mais c'est aussi grâce à cet esprit de calcul qui va s'en sortir à chaque fois. Alors je suis clairement pas en train de le blâmer, hein, ce petit Jimbo, car les situations dans lesquelles il se trouve exigent très souvent qu'il manipule son entourage pour s'en sortir, mais ça fait de lui quand même un personnage plus ambigu. Dans le livre, sa relation avec son père est bien différente, et par effet de... vous savez comme on dit là, l'effet papillon, l'effet glapion, l'effet de domino, voilà, l'effet de domino, et ben ça fait que forcément sa relation avec Silver va être aussi bien différente. Tout n'est que cause à effet. Dans le livre, le père de Jim n'est pas parti, il n'a pas abandonné Jim, mais il est malade. C'est un petit peu différent parce que même si Jim n'a pas vraiment d'atome crochu avec son père, ça n'empêche que c'est pas un mauvais père et lui n'a pas ce sentiment d'abandon particulier, c'est plus lui qui va se détacher de sa figure paternelle. Et donc je trouve ça assez ironique parce que ce format de père mourant qui va permettre justement à sa mort d'offrir une aventure à son fils, et ben ce style narratif ça se rapproche vraiment du format Disney où le parent doit mourir pour lancer l'aventure. C'est quand même pas de bol sachant que ce film est un Disney et pourtant ça va pas prendre ce parti. Bref, dans le livre, Jim dit clairement qu'il n'a pas vraiment d'attache avec son père, ils sont amicaux l'un envers l'autre, vraiment tout au plus. Même si la relation avec Silver peut être analysée comme étant une relation père-fils, hein, aussi dans le livre, je trouve que c'est quand même pas trop le propos.
Silver est un peu ce que pourrait devenir Jim, et il l'estime pour son intellect, mais au fond les deux se servent l'un de l'autre. Bien, précisons qu'il y a aussi une BD de Sébastien Vastra qui a l'air juste sublime. Je n'ai pas eu la chance pour l'instant de me les procurer, mais j'ai très envie. Je vous ai dit que j'adorais les BD, que moi-même je fais de la BD, que moi-même j'ai une chaîne de BD, et que je passe mon temps à me faire de la pub. Fort bien. Attends, depuis quand t'es là, toi? Bah, je croyais que t'avais été coupé du script, en fait, je pensais qu'on t'avait carrément supprimé. Ça faisait quand même un petit bout de temps qu'on t'avait plus vu. Non, mais c'est parce que j'étais parti aux toilettes, en fait, et c'est pour ça... Pendant plusieurs mois? Non mais peu importe en fait, revenons à la BD. On sent l'inspiration du film Disney dans la façon de revisiter l'univers et le scénario de Robert Louis Stevenson. Mais il y a aussi un côté Black Sad, tout simplement pour son côté anthropomorphique réaliste et à l'aquarelle. Oui, c'est pas original comme analyse et comme comparaison, et c'est un peu réducteur de tout ramener à une autre œuvre, mais la ressemblance est suffisamment frappante pour la noter quand même. Ok, les fondations sont posées, généralement c'est là où tout le monde s'est barré de mes vidéos. Du coup maintenant on rentre dans le vif du sujet. Les fanfictions sur Jim et Ariel. Quoi? Mais non, on parle de Jim Hawkins du film La Planète au Trésor, c'est un petit peu le but de la vidéo quand même. Ah bon? Dommage. Le design du film. Les studios Disney ont tenu à ce que Jim Hawkins ait un look un peu rebelle. Un look négligé, donc avec des cheveux mi-longs, des habits qui sont beaucoup trop longs pour lui. Il y a eu un grand nombre d'animateurs qui ont travaillé sur l'animation de Jim Hawkins. Bon, beaucoup moins quand même que ceux qui ont travaillé pour l'animation de Silver. Lui, c'était très compliqué parce qu'il fallait à la fois allier 2D et 3D, parce que la partie robotique de Silver est en 3D, mais il n'empêche qu'il y a eu quand même un petit paquet d'animateurs pour Jim qui ont été supervisés par le fameux John Ripa. Animateur chez Disney depuis 1994, on le connaît surtout pour Le Roi Lion, mais il a participé à plein d'autres projets, comme par exemple Zootopie et plein d'autres. Je ferai peut-être une vidéo sur lui si jamais ça vous intéresse. L'histoire du film. Déjà, tout petit, Jim est fan de piraterie, et surtout de l'histoire nimbée de mystère du Captain Flint, celui qui pillait des milliers de navires, qui apparaissait comme ça, tel une ombre, personne ne savait d'où, et qui s'était constitué un butin incommensurable, le butin des 1000 mondes. Celui-ci est d'après la légende caché sur une planète, jusqu'alors introuvable. Mais alors, mythe ou réalité? Mythe, réalité pour Jim. J'aurais pas dit ça, tu vois. Bah si, sinon il y aurait pas de film. Ah mais parce qu'on parle d'un film depuis tout à l'heure? Bah non, pas depuis tout à l'heure, parce qu'en fait au départ on parlait d'un... Bon, et puis zut, hein, voilà. Pour Jim, c'est une certitude, le trésor de Flint existe. Alors plus tard, il deviendra explorateur, et ce butin, c'est lui qui le trouvera. Mais la vie va passer et Jim est aujourd'hui adolescent, et le moins que l'on puisse dire, c'est que son présent est loin des attentes qu'il avait. Il est obligé de gérer avec sa mère l'auberge Benbow et il va se résigner à n'avoir aucun avenir ici. Il sera donc distant avec sa mère qui ne le comprend pas et s'évadera de sa prison quotidienne sur sa planche solaire qu'il aura construite de ses mains à l'âge de 15 ans, ce qui est quand même un exploit, mais les policiers ne le lâchent pas d'une semelle et le menacent de l'envoyer en maison de correction. Bref, pas la vie rêvée. Sa mère est dépassée et ne sait plus comment communiquer avec son fils qui, pourtant, jadis était si souriant et si créatif. Dès son introduction, donc, on comprend tout de suite que Jim est prisonnier de sa vie et que l'aventure qu'il va vivre va être sa planche solaire de salut. C'est drôle, ça? Merci. Cela dit, l'aventure va se présenter à lui de manière assez particulière, précisément sous la forme d'une tortue immonde et probablement bourrée. Billy Bones. Viens par ici, gamin. Il faut que je protège ma cassette des mains indiscrètes de cyborgs qui traînent dans la galaxie. Oh waouh, la laine éthylique, allez consulter. L'arrivée de Billy Bones. Bon, dans le livre, ça prend du temps à s'attacher à ce vieux loup de mer, mais dans la version Disney, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est expédié. Il arrive, il avertit Jim qu'un cyborg le pourchasse, et il meurt sur le parquet, en lui donnant sa boule. Oula, ça quoi? Oui, pardon. Dans ce film, la carte au trésor, en fait, c'est une boule, et seul un code tactile précis peut débloquer la carte au trésor. Cette carte, donc, sera l'élément déclencheur qui va provoquer une suite d'événements dévastateurs pour Jim Hawkins, et aussi pour l'auberge Benbow. Ouais, elle prend feu, quoi. Oui, bah oui, c'est ça. Depuis quand tu suis? De quoi, pardon, j'écoutais pas. Le début du malheur, mais la promesse d'un avenir. L'auberge brûle donc sous les yeux de Jim, avec le passé morose de celui-ci. Jim, sa mère et le docteur partent en vitesse se planquer. Oui, le docteur, j'en ai pas parlé, tout simplement parce que je suis pas bon en storytelling. T'as conscience que t'es youtubeur? Oui. Le docteur Doppler. Du coup, c'est un docteur qui est proche de la famille, et qui est surtout proche de la mère de Jim. Pas comme vous pensez, hein, c'est juste un ami familial, voilà, même la mère d'ailleurs dit très clairement que c'est pas du tout son genre. Oh, what? No, good heavens, no. Not you. He's just an old friend of the family.
Ce docteur a un petit peu l'ambition d'être la figure paternelle de Jim, sauf qu'il attire plus, eh bien, le mépris qu'autre chose. C'est chez lui que la petite troupe se réfugiera, mais la boule qu'avait confiée Billy Bones à Jim s'avère être une carte au trésor. Je préfère ça. Et ça change tout, comme dirait Harold. Ça change tout. Comme dirait Harold. En bon scientifique, mais avant tout en humaniste, Écoute-moi bien, j'ai toujours été et je serai toujours un humaniste. Doppler encourage Jim à partir à l'aventure. Alors si par humaniste, tu entends égocentrique, je suis complètement d'accord avec toi. Non, parce que imagine l'état émotionnel de la mère de Jim si jamais elle perd son fils, déjà qu'elle a perdu son auberge. Et d'ailleurs, ça a 90% de chances d'arriver, hein. Tu les sors d'où tes pourcentages? Eh ben, figure-toi que je sors ces pourcentages d'une étude très sérieuse sur non, en fait, j'ai sorti ça complètement au pif. Mais complètement, hein. Bon, du coup, forcément, l'idée de Doppler plaît pas à la maman, qui accepte. Ouais, parce qu'elle ne veut pas retenir son fils. Même si elle doit en souffrir, elle ne veut pas empêcher Jim de voler de ses propres ailes. Attends, ça fait 2 fois que tu dis quelque chose d'intelligent, là. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Je sais pas, ça doit être la pleine lune. Toujours est-il que le docteur, après avoir recruté un équipage et Jimbo, arrive au port de Montrésor, où il y a une diversité ethnique assez cool, je trouve. Ethnique, ta mère? Et c'est ça d'ailleurs, l'avantage de faire de la 2D, c'est qu'au final, on peut se permettre de faire vraiment des décors remplis de détails comme on veut, et des personnages qui ont toutes les spécificités physiques qu'ils veulent. Et donc là, il découvre le fameux Rafio fin comme un oiseau, le RLS Héritage. Mais la croisière ne va pas avoir le temps de s'amuser, car l'intégration avec le reste de l'équipage va être très dure pour Jim et Billy Bob, et pour le docteur. En effet, le docteur verra son autorité remis en cause par le capitaine du navire, et Jim sera relégué au rang de mousse et devra faire la plonge et la cuisine avec un cyborg. Ouh. Et ouais, sûrement celui qui a brûlé l'auberge. Non, en fait je disais ça parce que j'ai vu un oiseau passer, mais ce que tu dis c'est très bien aussi. Et moi je m'en tartifouille le croupion, mon gars. La rencontre avec Silver. La rencontre avec Silver se fait de manière très peu grandiloquente, avec une mise en scène très intimiste dans une pièce étroite et très peu éclairée. J'aime beaucoup ce parti pris d'ailleurs, qui est assez inattendu. Bref, à ce moment-là, le petit cyborg a l'air très sympa et fait même une démonstration de ses talents de cuisinier, mais Jim n'est pas dupe et aura des doutes tout de suite sur lui. Ouais, moi aussi j'aurais des doutes. Sa soupe était trop bonne. Les deux vont être un peu collés dans les pattes de l'autre, et cette situation n'enchante ni l'un ni l'autre. Silver va d'abord tenter de l'éloigner pour qu'il ne mette pas son nez dans ses affaires, mais Jim va tomber sur d'autres membres de l'équipage qui sont pas très sympas, disons-le. Mais on va surtout citer notre principal antagoniste du film, le terrible Scroop. C'est une araignée aux pinces acérées et à l'haleine fétide apparemment. Elle semble avoir une dent contre tout le monde et elle a jeté particulièrement son dévolu sur Jim. En fait, dans le livre, le personnage le plus proche de lui, c'est Israel Hand. Lui, il va mourir en tombant du mât, alors que Scroop, lui, va plutôt s'élever dans l'espace et mourir d'asphyxie. Mais qui es-tu? Et qu'est-ce que tu as fait de l'ancien toi? Tu veux pas savoir. Du coup, Jim vient de gagner un ennemi, en plus il n'a pas de soutien du cuistot qui le colle en corvée de nettoyage, et il semble que son rêve d'intégration soit tombé un petit peu à l'eau. Ou plutôt dans l'espace. Jim trouvera malgré tout un ami de fortune en la personne de Morphy, un truc gluant qui prend la forme de tout ce qu'il veut et qui accompagne généralement Silver. Silver arrivera sur le pont et dans une discussion très pudique et ponctuée de non-dits, ce qui démontre une écriture d'ailleurs très subtile, Silver apprendra que Jim n'a pas de figure paternelle. Il décidera alors de se charger de son éducation et c'est parti pour la musique. Attends quoi? Oui, j'ai mis la version québécoise. Et là, je sens qu'on va encore avoir le droit à un débat qui, à force, m'agace un petit peu. Laquelle des versions est la mieux? Bon, alors... Déjà, tout dépend de chacun, et surtout, tout dépend de la version que vous avez vue en premier. Cela dit, si je peux me permettre un avis malgré tout, la version québécoise est bien plus proche des sentiments de Jim sur son passé et sur son envie de briller. Et surtout, bien plus proche de la VO, interprétée par John Reznick, qui est vraiment un chanteur de malade, je trouve, leader des Goo Goo Dolls. Bref, la VF est vraiment super aussi, y a pas de souci, mais je trouve que les paroles de la chanson sont plus convenues et le message est vraiment pas le même. Là, on s'intéresse pas aux sentiments de Jim, mais c'est plus une chanson, une ode à la liberté. C'est cool, mais c'est pas le propos du passage en fait. Ce qu'on peut lire dans les contes, si tu veux voir la liberté. Yeah, you stand here on your own. They don't know me, 'cause I'm not here. Je suis seul pour m'en sortir. Personne ne voit que je suis là.
Pour ce qu'il en est de la voix pure et dure, j'ai un faible pour la québécoise, mais certains la trouvent trop grave pour incarner Jimbo. Ça peut tout à fait s'entendre, mais pour moi j'aime bien. Après là ça reste un avis qui est très subjectif et je vais pas pouvoir défendre ça plus qu'autre chose. Moi personnellement, Jim je l'imagine avec une voix grave, déjà parce que en version québécoise, Jim a une voix plutôt grave mais qui n'empêche pas de faire très adolescente. C'est Martin Wattier qui le double et c'est une voix plutôt grave, mais pour moi elle colle parfaitement à Jimbo. Point positif pour la VF, le chanteur et la voix de Jim sont faits par David Hallyday, ce qui crée une unité contrairement aux autres versions. En revanche, les paroles françaises ont des rimes qui sont pour moi assez légères, qui rappellent un peu trop les rimes à la téléphone. Je rêvais d'un autre monde où la lune serait blonde. Un nouveau monde où la lune est toujours blonde. Donc voilà, j'espère avoir pu exprimer mon avis à travers des exemples plutôt concret. Cela dit, si vous avez grandi avec la VF, c'est tout à fait normal et complètement légitime que vous préfériez la VF. Qui plus est, la musique de David Hallyday, tout comme sa voix d'ailleurs, sont très agréables, y a vraiment pas de souci. C'était long ton plaidoyer quand même, j'ai envie de dire. C'est pas que je me sois ennuyé, mais j'ai quand même trouvé le moyen de m'endormir 3 fois. Après, rien de personnel, vraiment. Ouais, non mais t'imagines pas tous les débats qu'il peut y avoir là-dessus. Moi je préfère la VF, la québécoise elle est nulle, ou alors arrêtez de regarder la VF, elle est vraiment pas intéressante. C'est compliqué à gérer, il faut donner un avis plus ou moins objectif. Déjà là, avec tous les justificatifs que j'ai apportés, tu peux être sûr que dans les commentaires, on va dire que j'ai des goûts de chiottes. Hein. C'est triste ta vie. Oui, c'est vrai, ma vie est triste. Bref, c'est la scène musicale, plutôt courant pour un Disney, mais là, il y a une vraie différence avec les autres. Cette scène racontera le passé de Jim, qui va donner une puissance émotionnelle bien plus forte. Elle est le symbole de l'émancipation de Jim. Elle va marquer une vraie rupture entre le caractère enfermé du Jim du début et le Jim déterminé de la fin. C'est une scène qui va monter en puissance émotionnelle pour finir sur le départ du père, qui sera remplacé dans un montage assez astucieux par John Silver, qui lui s'occupera de Jim et de son éducation. Le fait que Jim ne se rappelle pas du visage de son père nous est montré de manière assez intelligente, car son visage dans les flashbacks est toujours hors champ ou flouté dans le lointain. Cette scène reste très pudique et ne nous crache pas l'info à la figure, même si la scène ne laisse pas de place à l'interprétation, et d'ailleurs ça serait pas intelligent de le faire, mais ça reste assez subtil dans son écriture, démontrant le peu d'envie que Jim a d'en parler en fait. Il en reste que, en tant que spectateur, on est confident de sa situation, on comprend désormais toutes les facettes de ses fragilités, et on devient presque ami avec lui. Et donc tout ça, ça nous est résumé en quelques minutes, c'est un vrai tour de force, pour une fois une partie musicale Disney que je trouve complètement justifiée, et j'irais même jusqu'à dire pertinente. Bref, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, et désormais Jim et Silver sont plus proches que jamais. Mais une ombre noire va noircir le tableau. Un trou noir. Un trou noir se forme donc sous les yeux de l'équipage qui va devoir tenter une manœuvre sur le vif pour essayer de pas mourir au milieu du film, ça serait dommage. Encore une fois, une scène très utile et très finement écrite, ça pourrait être juste une scène d'action, mais là il y aura deux enjeux qui vont se créer ici. D'une part, l'affirmation du docteur Doppler par rapport au capitaine, et surtout, une évolution pour Jimbo, et c'est de ça qu'on va parler. Jim va être désigné pour assurer les cordes de sauvetage de l'équipage, et c'est pas rien, parce que c'est l'occasion pour Jim de prouver sa valeur, et c'est tout ce qu'il veut depuis le début du film en fait, c'est briller, d'être reconnu. Alors si le capitaine lui confie une si importante mission, eh ben il va s'évertuer à bien la faire. Mais c'est sans compter sur Scroop qui coupera la corde de Monsieur Arrow, faisant ainsi d'une pierre deux coups, se débarrassant du second de la capitaine un peu trop strict et qui fourre son nez un petit peu trop de partout, et en décrédibilisant Jim. Attends, on en avait parlé de Monsieur Arrow avant ou... Oups. Eh, c'est bien ce que je pensais. Jim constate que encore... Sinon, voilà, si je peux apporter ma petite culture personnelle, on peut dire que Monsieur Arrow, dans le livre, c'est le parfait inverse du Monsieur Arrow du film. Et ouais, parce que là, il est alcoolique et pas du tout discipliné. Non mais arrête avec tes anecdotes, on parle du film, là. Jim constate que, encore une fois, il n'a pas fait les choses comme il fallait. Encore une fois, il a échoué. Alors s'ensuit la scène la plus belle du film. Silver est bouleversé par le conflit intérieur du jeune homme, surtout qu'il sait qu'il n'y est pour rien. Qui plus est, Jim l'a sauvé la scène d'avant, ce qui sera d'ailleurs assez important pour la suite. Alors il décidera de réconforter Jim avec un discours que je pense ne pas trouver en québécois. Soyez heureux, public pro VF. Écoute-moi un peu, Jim Hawkins. Tu as en toi les prémices de la grandeur, mais faut te mettre à la barre et choisir toi-même ton cap. Accroche-toi contre vents et marées. Et quand le moment sera venu, tu auras l'occasion de mettre à l'épreuve le gréement de ton navire et de montrer ce que tu as dans le ventre. Ce jour-là, j'espère être avec toi pour contempler tes voiles inondées de lumière. Ce qu'il vient de dire, c'est que Jim a tout en lui pour atteindre la grandeur. Il dit même à demi-mot qu'il est déjà très fier de lui. Alors Jim vient enfin de trouver ce qu'il a toujours cherché. Plus qu'un père, c'est quelqu'un qui le reconnaît pour ce qu'il est, quelqu'un qui est fier de lui. Il se laisse alors aller.
Il fond en larmes et s'en va satisfait. Silver sent qu'il aime de plus en plus ce petit mousse, et ça risque bien de compliquer sa future mutinerie. Surtout que Scroop est toujours là dans l'ombre, à croire qu'il ne dort jamais, un peu comme moi. J'étais caché. La trahison de Silver. Et oui, le conflit, la base de toutes bonnes histoires, surtout françaises, ils aiment bien le conflit en France. Silver fera une réunion avec les autres membres de l'équipage pour les entretenir de la future mutinerie. Pas de bol, par un concours de circonstances, Jim assistera à la scène et Scroop poussera même John Silver à dire qu'il n'apprécie pas le mousse et qu'en fait c'était pour le duper qu'il a été gentil avec lui. Bien sûr, on se doute que c'est pas vraiment ce que pense le cyborg et que c'est juste une manière de sauver la face, mais Jim, qui est très fragile psychologiquement, se sentira trahi. Les mutins sortiront alors de la pièce et Jim essaiera de fuir à son tour, mais John Silver le surprendra sortant de la cale. Là, les deux vont donc devoir se défendre. Jim frappera le premier, ce qui poussera John à déclencher plus tôt que prévu la mutinerie. Silver, malgré tout, ne pourra se résoudre à tirer sur Jim, l'estimant beaucoup trop. Jim, le capitaine et le docteur seront donc contraints de fuir, en décimant au passage un paquet de pirates. Ils fuiront à bord d'un vaisseau de secours, mais un missile les touchera, ce qui les fera s'écraser en terre inconnue. Là, encore une scène très bien pensée où John Silver s'énervera contre le responsable, prétextant mettre en danger la carte. Ce qui est pas du tout faux, mais on sent que là, c'est aussi la vie de Jim qui lui importe. La rencontre de Ben est le début de l'émancipation. Jim, le docteur et le capitaine sont donc en terre inconnue. En plus de ça, Jim vient encore de décevoir le capitaine en oubliant la carte sur le bateau. Bien sûr, encore à cause d'un manque de chance plutôt que de compétences, mais Jim semble encore être un poids pour l'équipe. Il partira en éclaireur, plutôt mécontent, et tombera sur un robot complètement fou. Ben. Celui-ci le mènera à une planque plutôt pratique pour se défendre contre Silver et son équipage. A savoir aussi que le capitaine a été blessé et que le docteur est à son chevet, ce qui fait que Jim est la seule personne valide pouvant les défendre. Parce que bon, Ben il est stupide. D'un point de vue symbolique, ça signifie que toutes les figures d'autorité pour Jim sont au pied du mur et que ça doit être à lui seul de briller et que c'est un petit peu son moment justement pour prendre son envol. Confrontation avec Silver. La confrontation avec Silver ne va pas tarder. Celui-ci va tenter de calmer le jeu, mais Jim est le parfait miroir de Silver. Il déteste perdre. Il est orgueilleux et a un but qui désormais compte bien plus que tout. Cette sorte de crise de l'adolescence va énormément énerver Silver, qui repartira en menaçant Jim et perdant son côté humain représenté par Murphy. L'affrontement contre sa peur personnifié par Scroop. Jim et les autres sont donc condamnés à attendre le retour des pirates, ce qui causera inévitablement leur mort puisqu'ils sont pas nombreux, affaiblis et ils ont pas d'armes. Mais Ben montrera un passage secret passant par les entrailles de la planète, ce qui permettra à Jim de retourner sur le bateau pour chercher la carte. Doppler tentera de le retenir, trouvant l'idée dangereuse, mais Jim, voulant une fois de plus faire ses preuves, ne l'écoutera pas. Encore une fois, on voit son côté un peu fougueux qui lui pose des préjudices. Jim arrive à atteindre le bateau, et Ben va être chargé de désactiver le canon pendant que Jim retrouve la carte. Mais c'était sans compter sur Scroop qui confirme le fait qu'effectivement il ne dort jamais. Un peu comme moi. Il n'y a pas grand chose à analyser dans ce combat d'un point de vue évolution pour Jim, si ce n'est qu'il redoublera une fois de plus de ressources et d'ingéniosité et qu'il remportera la victoire. Peut-être la symbolique de vaincre ses démons, mais c'est pas du tout sûr. Jim rentre donc à la planque, fier de lui, enfin il a réussi à accomplir quelque chose. Mais malheureusement les réjouissances c'est pas encore pour maintenant, Silver l'a précédé et s'empare de la carte. Tout semble donc perdu. La quête vers le trésor. Un échec de plus pour Jim, mais il peut encore changer la donne. Parce que même s'il peut plus faire chanter Silver avec la carte, il peut encore le faire avec le col tactile de la carte. C'est un peu tiré par les cheveux, mais dans le film, seul Jim sait comment activer la carte qui mène au trésor, alors il servira de guide à la petite troupe de pirates. La piste mènera près d'un gouffre. Jim sera poussé au sol par les pirates qui se disent que finalement il sert à rien et qu'il les a perdus, mais c'est là où il verra un creux en forme de sa boule. Oula! Lorsqu'il introduit sa boule dedans... Arrête s'il te plaît. Une énorme porte triangulaire s'ouvrira. Jim comprendra que c'est comme ça que Flint a pu braquer tous ses navires en aussi peu de temps. Le centre de la planète, et Jim ouvrira la bonne porte, accomplissant ainsi son rêve de trouver le trésor de Flint. Mais le bougre de pirates avait mis des pièges et Silver les déclenchera. C'est d'ailleurs assez astucieux d'un point de vue scénaristique que ce soit Silver qui déclenche les pièges en poussant Jim, comme si c'était sa cupidité qu'il avait perdue, sa précipitation à lui. Comme ça évite un peu au héros d'avoir ça sur la conscience. Et nous, du coup, en tant que spectateurs, on va pas lui en vouloir. Bref, la planète va se mettre à exploser, mais Jim ne compte pas partir sans rien. Il trouve un vaisseau rempli d'or, où se trouvent d'ailleurs les restes de Flint, et décide de s'enfuir avec. Mais Silver l'a repéré et lui propose de faire équipe, mais Jim a toujours son ego à fleur de peau, et là pour le coup on peut le comprendre, il s'est quand même fait prendre en otage. Du coup, il s'interposera entre lui et le trésor. Les yeux de Silver tourneront donc au rouge.
Il menacera alors Jim, décrétant que rien ne compte plus que son trésor. Et pour être honnête, s'il n'y avait pas eu un élément extérieur, je pense qu'il aurait pu commettre le pire. Hein. Mais Dieu, ou le scénariste du film, c'est selon, lui donnera une chance d'expier ses fautes, car un laser détruira partiellement le vaisseau, et Jim tombera dans un gouffre, ne tenant plus qu'à un fil. Silver essaiera de l'aider, mais il ne peut pas à la fois sauver le trésor et Jim. Le choix de Silver. Alors, trésor, Jim... Trésor. Bravo, c'est encore une mauvaise réponse. Silver va sauver Jim et va laisser s'éloigner au loin le trésor qui va se faire détruire par un laser. Cette scène de sauvetage fait écho au moment où Jim sauve Silver pendant la formation du trou noir. Et ouais, tout est calculé dans ce film. Bref, tout le monde arrive à sortir juste à temps, mais la planète est en train d'exploser quand même. Entre-temps, le docteur s'est libéré des pirates, s'affirmant encore plus. Il reprend donc le contrôle du RLS Héritage et part à la rescousse de Jim. Jim et Silver montent à bord, sauf que les réacteurs sont trop endommagés, ils ne pourront donc pas s'enfuir de la planète, sauf si le portail, l'émancipation. Et le voilà, le moment tant attendu, l'envol de Jim, au sens littéral, puisqu'il s'envolera sur une planche solaire. Ce moment, c'est l'apogée de tout ce que Jim a appris, c'est le moment où il brillera vraiment, où il se servira d'abord de son génie en mécanique, vanté durant tout le film, pour faire une planche, puis il se servira de toute son ingéniosité pour arriver à atteindre le portail à temps pour ouvrir une autre porte, sauvant le vaisseau par la même occasion. Et dans tout ce moment où Jim prendra son envol, Silver, lui, comme un père, le soutiendra auprès des autres et l'aidera même. C'est assez fort symboliquement, je trouve. Affirmation de soi et fin. Bref, Jim a réussi, tout le monde le félicite et la capitaine reconnaît enfin son talent. Elle gage qu'il sera un très bon marin et promet de vanter ses mérites à son académie. Silver est très fier de lui en arrière-plan, mais il préfère s'enfuir discrètement, tel le filou qu'il est, pour éviter la pendaison, ce qui peut tout à fait s'entendre. Mais évidemment, Jim l'a vu fuir, cela dit, il va lui pardonner après tout ce qu'il a vécu. Silver propose alors à Jim de partir avec lui. Parcourir les mers, deux effrontés, n'ayant de compte à rendre à qui que ce soit. Jim aurait accepté au début du film, mais lors de son voyage, un vieux cyborg lui a appris à suivre sa propre route. Jim, à sa proue, voit enfin un avenir. Comment décrire cette scène en d'autres termes que elle est parfaite? Les mots me manquent. Cette scène fait écho à la scène où Silver réconforte Jim et donne ce côté touchant et pudique aux deux compères qui confirme que justement l'écriture de ces deux personnages est terriblement réaliste, quoi. Tu vas faire de l'ombre, c'est toi. Bref, c'est magnifique. En arrière-plan, un soleil se lève, l'aube du destin de Jim. Alors tel l'informant qu'il est, Silver préfère s'en aller dans le soleil couchant, mais pas sans laisser un petit cadeau à Jim, un brin d'argent pris sur la planète au trésor, pour rebâtir l'auberge Benbow. Et il va même lui laisser Morphy, en souvenir de lui. Jim retrouve alors sa mère, et est enfin accepté par tout le monde. La police, sa mère, le docteur, les clients. Mais au fond de lui, il a toujours ce pincement au cœur. Ce petit rappel de ces moments de liberté passés avec Silver. Et ça, il s'en rappelle en regardant les étoiles. Où il aperçoit le visage souriant de Silver. C'est grâce à lui qu'il est là aujourd'hui. Il n'oubliera jamais le soutien que lui a apporté ce vieux cyborg, ce vieux Forban. Bien, voilà en gros, l'histoire de Jim tout simplement. Le génie de Jim et de son évolution progressive. Jim, c'est un personnage qui a des lacunes à se faire accepter par son entourage. C'est dû à son manque de confiance en lui et à son côté très renfermé qui a été provoqué par l'abandon de son père. C'est clairement cet événement qui l'a renfermé sur lui-même et qui l'a poussé à ne pas supporter la trahison. Mais malgré tout, Jim a extrêmement envie de bien faire, que ce soit pour sa mère, pour la capitaine ou pour Silver. Son but, c'est de montrer de quoi il est capable. Son père ne l'a jamais regardé ni félicité pour ce qu'il faisait. Il avait beau être fort en mécanique, cela n'a rien changé. Alors maintenant qu'il a l'occasion de prouver sa valeur, il va en faire une affaire personnelle. Et donc le film va évoluer de telle sorte à ce que Jim tente des choses, mais que par un concours de circonstances, ou par précipitation, dû justement à sa trop grande envie de briller et peut-être trop vite, ça va échouer à chaque fois, sauf à la fin du film, à l'apogée du développement du caractère de Jim, là où tout le monde ne peut que le suivre, là où tout le monde ne peut que constater son talent, et là où tout le monde est obligé de le voir briller. Le climax du film est donc hyper impactant, car on a tous envie de le voir briller, ce petit Jim. Et oui, l'une des grandes forces de Jim, c'est son côté très attachant pour le spectateur, qui sera un petit peu le témoin intime des doutes et des craintes de Jim. On le verra se faire rejeter tout le long du film, mais nous, on saura pourquoi il a tant de difficultés à se faire accepter, on sera donc très très proche de lui et on aura pitié de sa situation. Il est défaitiste au départ et plutôt à fleur de peau, mais sa rencontre avec Silver va le faire s'apercevoir que ça ne tient qu'à lui-même de se forger un avenir. Jim trouvera une figure paternelle en la personne de Silver, et cette relation amour-haine est l'une des plus divertissantes que j'ai vues dans un film d'animation.
Il y a un vrai enjeu et un vrai conflit intérieur pour chacun. Qui plus est, Jim et John sont les deux mêmes personnes au niveau du caractère. Silver a beau mettre en place des actions totalement reprochables, hein, il a quand même tué Billy Bones. À mon avis, lors des abordages, il y va pas de main morte non plus, mais il ne sera malgré tout jamais traité comme un méchant pur et dur, qui aurait à la fin une rédemption, voilà, comme c'est le schéma classique. Là, il est traité comme un humain, avec des défauts, des faiblesses, des sentiments en fait. Jim ne supportera pas la trahison de Silver, car il la vivra comme un deuxième abandon, paternel en un sens. À ce moment-là, il décidera de suivre sa propre route, mais après que Silver l'ait sauvé, il oubliera sa rancœur, et ces événements l'auront fait grandir, et lui aura appris à savoir lui-même ce qu'il vaut. Bon alors, le film n'est pas exempt d'incohérences, hein, y compris au sujet de Jim. On notera qu'il est le seul humain à pouvoir respirer dans l'espace sans combinaison. Après, on ne connaît pas toutes les nuances de l'univers, alors si ça se trouve, ce n'est pas tant que ça un humain, ou alors c'est un humain évolué. Bon, de toute manière, c'est clairement pas le propos du film. C'est vrai quoi, est-ce que c'est logique de construire des bateaux en bois pour voyager dans l'espace ? Tout ça c'est de la fantaisie, c'est un choix artistique et donc on adhère ou on n'adhère pas. Mais en ce qui me concerne, je n'ai clairement pas boudé mon plaisir durant le visionnage. Au contraire, je trouve que ça rajoute de la poésie au film en fait. Non, ce qui m'a plus dérangé, c'est que Jim est le seul à pouvoir activer la carte. D'un point de vue scénaristique, ça se défend complètement, hein, mais c'est un peu étrange. En plus, c'était par hasard qu'il l'a déclenché au départ, Jim. Pourquoi est-ce que maintenant il sait encore quel est exactement le code ? Bon, peut-être qu'il a une bonne mémoire, ok, mais pourquoi est-ce que les autres ne tombent jamais sur ce code-là ? C'est quand même un petit peu débruté, donc on peut comprendre. Peut-être qu'ils sont trop précipités pour déclencher le bon code, mais enfin, ça reste assez léger, je trouve. Ah oui, j'ai pas précisé ça dans la partie design, mais le visage de Jim s'inspire beaucoup du visage de son doubleur en VO, dont on n'avait pas encore parlé, Joseph Gordon-Levitt. Avant la conclusion, je voulais préciser qu'un deuxième film aurait pu voir le jour, si le film avait mieux marché. Rassurez-vous, connaissant les suites Disney, je pense qu'il vaut mieux se contenter de celui qu'on a déjà. Cela dit, on connaît le synopsis du film et voyons comment Jim aurait pu évoluer. Jim Hawkins devait rejoindre l'académie de la Marine Royale où il a des difficultés à bien suivre les règles. À la limite, c'est cohérent avec son personnage. Sa concurrente principale sera Kate. Elle est très intelligente et c'est la fille de l'amiral Blake, le commandant de la marine. Donc ok, ça va être très clairement une histoire d'amour. Mais le redoutable pirate Iron Bird va voler le vaisseau, le Centurion, conçu par le docteur Doppler et Amalia, la capitaine. Jim Hawkins va donc décider, on ne sait pour quelle raison, d'aller trouver John Silver pour l'aider dans sa mission. Évidemment, il fera aussi équipe avec Kate, avec qui il se prendra la tête au sujet de sa collaboration avec un pirate. Silver va lui dire de ne pas se gâcher sa vie à se disputer avec sa nouvelle copine, parce que lui-même, étant jeune, il s'est disputé avec celle qui était censée être sa femme, et c'est ça qui l'a fait tomber dans la piraterie, qui lui a fait perdre ses membres. Donc pas grand chose à dire, si ce n'est que Willem Dafoe devait prêter sa voix à Iron Bird, et je trouve ça assez classe quand même, parce que j'aime bien Willem Dafoe, tout simplement. Mais au niveau de l'évolution du personnage de Jim, c'est pas très foufou, hein. Jim va trouver une amoureuse, voilà, c'est à peu près tout. Désolé pour Ariel. Bon, voilà, on va passer à la conclusion. Pourquoi Jim est un personnage hyper attachant ? Jim est attachant parce que c'est un personnage qui évolue, un personnage qui est proche de nous, qu'on apprend à connaître, à plaindre. C'est un personnage au passé troublé, mais qui ne s'en plaindra jamais directement. C'est un personnage qui nous a tous marqués. Et c'est sûrement l'un des personnages les mieux écrits qu'il m'a été donné de voir. Qui est donc Jim Hawkins ? Jim Hawkins, c'est un homme libre. Waouh, c'était beau. Ah si, c'était beau. Magnifique, bravo, un super discours. Je m'abonne. Bien, donc c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors à la prochaine du coup, pour la prochaine vidéo, et donc, à la prochaine, pour la prochaine vidéo. Salut! You have wonderful eyes. She's lost her mind!